bonjour. Bonjour et merci d'être aussi nombreux ce début d'après-midi. Bonjour. Bonjour et merci d'être aussi nombreux en ce début d'après-midi. Le thème de notre table ronde, capitalisme mondial, quelles normes et instances de régulation? Le capitalisme mondial fait peur aujourd'hui, on en voit de multiples expressions. Le sentiment général, c'est que nous avons affaire maintenant à un capitalisme sans foi ni loi, à un capitalisme sans règles ni sans régulateurs. Autrefois, d'une certaine manière, il y avait une concurrence entre le socialisme et le capitalisme. Le socialisme, en tout cas le socialisme réel, ayant disparu, il n'y a plus que le capitalisme. D'une certaine manière, tous les pays du monde ont adhéré au capitalisme, ou en tout cas considèrent que le capitalisme, c'est le système qui permet le plus efficacement la production de richesses, mais malgré cela, il y a partout la crainte des effets destructeurs de ce capitalisme. Alors on a voulu se rassurer un temps en se disant que finalement, peut-être qu'il n'y avait pas un capitalisme, mais qu'il y avait plusieurs capitalismes. Et donc il y a eu ces réflexions déjà anciennes, il y a une vingtaine d'années, de Michel Albert qui disait capitalisme contre capitalisme, il y a différentes formes de capitalisme, un capitalisme anglo-saxon, brutal, américain, et un capitalisme rénan, le capitalisme allemand, le capitalisme japonais, peut-être le capitalisme français, et que nous avions affaire à un match entre les deux. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a un seul capitalisme qui tente à s'imposer au monde. Sa force, je dirais, la force qui l'anime, c'est la finance. On a l'impression d'un capitalisme mondialisé, où la finance domine tout. Un capitalisme que certains ont appelé actionnarial, patrimonial, capitalisme d'actionnaires. Enfin, on peut après développer. Moi, je l'avais appelé dans un livre il y a 7-8 ans le capitalisme zinzin. Donc on a ce capitalisme qui inquiète. Et la grande question, c'est que est-ce qu'il est possible d'avoir des règles du jeu? Est-ce qu'il est possible d'avoir des régulateurs, des instances de régulation? Quel type d'instances de régulation peut-on imaginer? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contre-pouvoir dans ce capitalisme? Est-ce que cet ultra-capitalisme ne risque pas de tuer le capitalisme lui-même? Est-ce que le libéralisme qui fondamentalement sous-tend le capitalisme, est-ce que ce libéralisme ne risque pas lui-même d'être remis en cause par nos peuples dans les différentes parties du monde? Alors, c'est un peu sur toutes ces questions que nous allons débattre cet après-midi. Pour débattre de ce thème, nous avons à la tribune trois personnalités. Nous avons Monique Cantos-Perber, qui est philosophe d'abord, qui est écrivain, qui est depuis 18 mois, directrice de l'école normale supérieure, et qui vient de publier, mais elle n'a pas encore vu son livre, je lui montre, Faut-il sauver le libéralisme, avec Nicolas Tenzer, donc un livre très intéressant que je vous recommande. Nous avons ensuite, je dois ensuite vous faire part de l'impossibilité pour des raisons personnelles, et elle en est vraiment désolée, de Nicole Notat. Elle souhaitait vivement participer à ce débat, mais elle a eu un empêchement familial. Elle ne peut pas participer. Marcel Grignard, qui est secrétaire national de la CFDT, a accepté de la remplacer. Je suis sûr qu'il la remplacera parfaitement. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir. Et je vous prie d'excuser Nicole Notat. Et puis nous attendons, mais il doit être coincé dans les systèmes de sécurité de la Sorbonne, Jean-Michel Severino, le directeur général de l'Agence française de développement. Alors pour débattre de toutes ces questions, je vais d'abord demander à nos intervenants un petit propos liminaire de quelques minutes, de nous dire un peu comment les uns et les autres ils abordent cette question, donc de la régulation, de la possibilité de réguler le capitalisme mondial. Et ensuite, comme toujours à la Cité de la Réussite, je demanderai aux étudiants qui ont préparé des questions d'interpeller nos participants, et ensuite à l'ensemble de la salle. Alors tout d'abord, je me tourne vers Monique Cantos-Perber. Ce capitalisme qui est en train de s'autodétruire, comment réagissez-vous? Est-ce qu'il est possible d'imaginer, de réfléchir à des mécanismes de contrôle, de régulation de ce capitalisme mondial? Monique Cantos-Perber. Merci pour votre présentation. Pour répondre d'emblée à votre question, oui, j'en suis convaincue. Et je pense, j'espère, fidèle, aronienne que je suis, qu'il faut toujours associer pessimisme extrême dans le diagnostic
et optimisme total dans l'action. Donc, d'une certaine manière, évidemment, oui, je crois aux vertus de la régulation du capitalisme, mais je n'ignore pas non plus les aspects extrêmement inquiétants de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et la question qui fait l'objet de ce débat, à savoir quelles sont les normes et instances de régulation du capitalisme mondial, est en effet une question centrale. Alors, pour introduire les quelques réflexions que je voudrais vous proposer, j'aimerais d'abord donner quelques précisions terminologiques. Le capitalisme est tout entier dépendant de l'économie de marché. Alors, qu'est-ce que l'économie de marché? C'est d'une certaine façon le cadre général dans lequel nous vivons aujourd'hui, enfin en tout cas depuis la fin à peu près générale du communisme, mis à part quelques poches qui subsistent ici et là dans le monde, enfin pas simplement ici et là, puisque d'une certaine façon la Chine n'est pas encore véritablement un pays où règne l'économie de marché. L'économie de marché désigne simplement un système économique caractérisé par la possession privée des moyens de production et régi, c'est là le caractère le plus essentiel, régi par des décisions autonomes, décentralisées, que prennent les acteurs économiques et les unités de production. Et ce sont les procédures d'échange qui permettent de mettre les décisions économiques qui émanent de ces différents centres de production ou de ces différents acteurs, qui permettent de les mettre en contact, en rapport les unes avec les autres. Et dans une économie de marché, les échanges s'appuient sur des contrats librement passés. Donc, d'une certaine façon, l'économie de marché réalise la communication libre des activités. Alors, c'est le cadre général qui, d'une certaine manière, correspond à ce qu'on appelle le libéralisme économique, mais qui, vous allez le voir immédiatement, peut prendre des formes tout à fait diverses, du laisser-faire le plus radical, qui est en effet une des formes que peut prendre l'économie de marché, jusqu'à une régulation assez contraignante, qui est également une des formes que peut prendre l'économie de marché. Alors, le terme capitalisme, lui, est un petit peu plus précis. Il apparaît au XVIIIe siècle, et il sert à désigner un régime à la fois économique et social. Le capitaliste, c'est par définition celui qui détient les capitaux. Alors pourquoi des capitaux? Eh bien parce que les biens accumulés, c'est ça que désigne le capital, les biens accumulés doivent servir de facteurs de production pour accroître les richesses. La création d'une entreprise, par exemple, nécessite une phase préliminaire, qui est une phase d'accumulation du capital, capital qui sera nécessaire pour acquérir la main-d'œuvre, les locaux, les instruments, les matières premières, bref, tout ce qui permettra à l'activité productrice de fonctionner. Donc, la phase d'accumulation du capital est absolument préalable, nécessaire à la création d'une entreprise. Et le capital représente à la fois la condition de l'activité productrice, la richesse, mais il est en quelque sorte produit par l'activité productrice elle-même. L'idée, c'est que, bien, quand il y a du capital, il y a de l'activité productrice qui produit elle-même du capital. Et c'est précisément cet engrenage, en quelque sorte, cette capacité du capital de se produire lui-même et de se produire en grande quantité lui-même, qu'on appelle le capitalisme, puisque c'est le moyen pour une entreprise de dégager des surplus et des profits. Alors, ce capitalisme s'est imposé progressivement comme système économique au cours du XVIIIe siècle, d'abord avec la révolution industrielle anglaise, à partir de 1760, et puis lors de la seconde révolution industrielle du XIXe siècle, en profitant des innovations technologiques. Et d'une certaine façon, nul n'a mieux analysé le capitalisme, en tout cas disons jusqu'au début du XXe siècle, que le grand économiste et même philosophe Schumpeter, qui définissait le capitalisme comme une série de déséquilibres rattrapés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, déséquilibre rattrapé? Il y a une chose très simple, c'est que pour que ça marche, tout ce système, il faut de l'innovation. Et il n'y aurait pas eu de capitalisme en 1760 en Angleterre s'il n'y avait pas eu des avancées technologiques majeures, idem pour le 19e siècle. Il faut en quelque sorte une innovation pour laquelle on décide d'investir, avec l'espoir évidemment que cette innovation rapportera ensuite des résultats qui, d'une certaine façon, justifieront les investissements préalables. S'il s'avère que cette innovation fait long feu et ne produit rien, eh bien évidemment, l'entreprise qui a beaucoup investi
pour sa mise au point, se trouvera en très grande difficulté. Et d'une certaine façon, le capitalisme n'évolue que de cette façon-là, par des déséquilibres rattrapés, ou encore, comme disait Schumpeter, par un phénomène de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on avance, c'est-à-dire que des innovations permettent en effet de produire des profits quand ces innovations se révèlent des innovations intéressantes, eh bien, en même temps, elles condamnent des innovations passées qui, d'une certaine manière, paraissent à ce moment-là rétrogrades et qui entraînent comme conséquence, et parfois ça a été extrêmement douloureux socialement et culturellement pour des branches d'activité entières, eh bien, elles entraînent la disparition d'un ensemble d'activités. Ça a été le cas, par exemple, des activités traditionnelles de tissage, ça a été le cas de l'activité minière en Grande-Bretagne au moment, enfin, à partir des années 60-70. Donc, d'une certaine façon, vous voyez comment s'articule économie de marché, le cadre général, et capitalisme. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce capitalisme. Alors, comment se manifeste-t-il aujourd'hui? Parce que seule une analyse de sa nature précise permettra de savoir quels sont les instruments de régulation appropriés. Alors jusqu'à présent, bref regard historique, nous avons vu se succéder plusieurs formes de capitalisme. Alors je me réfère à quelques textes qui ont fait date. D'abord celui publié par Schumpeter, auquel je me référais jusqu'à présent, en 1942, Capitalisme, socialisme et démocratie. Schumpeter remarquait, après avoir fait cette analyse remarquable de la nature profonde du capitalisme, Schumpeter remarquait que la tendance qu'il observait était une tendance qui allait vers l'installation de technostructures bureaucratisées et une baisse radicale de la capacité d'innovation. Et donc Schumpeter en concluait tout à fait naturellement, mais le capitalisme, d'une certaine manière, est condamné. Les vertus de responsabilité, de créativité que suppose cette constante alimentation de l'activité de destruction créatrice est vouée à la disparition progressive, et donc le capitalisme va évoluer naturellement vers un système socialiste au sens strict d'appropriation des moyens, appropriation collective des moyens de production et substitution du plan au marché. Bon, alors inutile de vous dire que, eh bien, plus de 60 ans après, on peut constater que Schumpeter, sur ce point, s'est trompé. Enfin, ça n'ôte rien à la justesse profonde de son analyse du capitalisme, mais quant à la prédiction qui concernait l'évolution du futur du capitalisme, là, bon, bien, les faits ont démenti. Le texte que rappelait Eric Israelevich au début de cette séance, à savoir le texte de Michel Albert, qui a été publié en 1991, donc c'est un peu moins ancien, ça date d'une quinzaine d'années à peine, était lui aussi tout à fait intéressant quant à l'analyse qu'il proposait des deux formes de capitalisme, capitalisme anglo-saxon d'une part, et capitalisme rénan. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus car Eric Israelevich en a parfaitement parlé, mais le capitalisme rénan se caractérisait, pratiqué en France, en Europe, en Allemagne également, essentiellement, mais d'une certaine façon aussi en France, par la combinaison de l'économie de marché et d'une forte intervention de l'État, et à des fins de redistribution et de protection sociale. Et la prédiction de Michel Albert, parce qu'il est toujours difficile apparemment quand on écrit un livre sur le capitalisme de ne pas conclure sur une prédiction, la prédiction de Michel Albert, c'était que bien peu à peu, le capitalisme rénan allait peu à peu l'emporter partout. Eh bien, constat 15 ans après, là encore, la prédiction s'est révélée fausse. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, pardonnez-moi maintenant de reculer encore plus, si je puis dire, et d'arriver en 1944, à la fin quasi fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le très grand auteur Karl Polanyi écrivait un livre qui s'appelait La Grande Transformation, et dans lequel il soulignait que la crise de 29 et surtout les remèdes qui avaient été mis en place par la crise de 29, parce que bien, on ne cessait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a cessé de réfléchir à ce qui s'était passé en 29, qui était quand même une crise majeure du capitalisme, puisque nous parlons aujourd'hui des difficultés du capitalisme, et songez ce qu'il en était dans les années 30, où on constatait qu'un système qui, d'une certaine façon, marchait dans l'euphorie libre-échangiste, eh bien, en quelque sorte, s'était effondré de lui-même et s'était auto-réfuté et avait provoqué une misère généralisée, la banqueroute de plusieurs pays, avec les conséquences politiques et sociales que l'on sait.
Karl Polanyi remarquait donc que les remèdes qui avaient été mis en place pour remédier aux conséquences de la crise de 29, d'une certaine manière, sonnaient le glas, définitivement, du pur laisser-faire économique, que l'illusion selon laquelle le marché était spontanément régulateur était une illusion que tout le monde connaissait comme telle, et qu'en conséquence, la seule solution vers laquelle s'orientait le capitalisme, c'était la socialisation de l'économie. Bon, alors là encore, on peut dire, bon, Polanyi s'est trompé un petit peu de la même façon que Schumpeter. Mais en fait, je crois qu'il ne s'est pas tant trompé que ça. C'est un petit peu paradoxal, mais je vais essayer de vous le montrer en quelques mots. C'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une forme tout à fait particulière de capitalisme que Eric Israelevich a évoqué, mais une forme de capitalisme qui, d'une certaine manière, évolue peu à peu vers ce que Polanyi avait prévu, c'est-à-dire une forme de socialisation un peu inattendue, qui ne correspond pas à ce que Polanyi avait en tête, très certainement, mais qui est tout de même une forme de socialisation du capitalisme. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce paradoxe. Comment se fait-il qu'un capitalisme qui de plus en plus semble incarner le laisser-faire le plus prédateur et le plus redoutable, eh bien, évolue inéluctablement vers une forme de socialisation, alors qui, pour vous dire le mot de la fin d'emblée, évidemment ne se situe plus dans l'échelle de l'État-nation, mais se situe dans l'échelle des organisations et des institutions internationales. Le capitalisme d'aujourd'hui est évidemment tout à fait différent du capitalisme, est assez différent, disons, parce qu'il ne faut jamais employer de termes absolus lorsqu'on décrit des phénomènes économiques et généralement des phénomènes humains, est assez différent du capitalisme des années 70. Il est clair que les États se sont désengagés de l'activité économique. Enfin, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe occidentale également. Les privatisations, les déréglementations sont la règle générale. On cherche à réduire la dépense publique, on abaisse le poids des prélèvements obligatoires. Le secteur privé est de plus en plus concurrentiel. D'ailleurs, la Commission européenne interdit maintenant, en tout cas sanctionne les interventions destinées à mettre sous oxygène des entreprises publiques qui sont nettement déficitaires. Bref, on a affaire à un capitalisme qui, depuis les années 90, se développe dans des conditions radicalement nouvelles, d'autant plus que, et c'est une donnée évidemment là qui n'existait ni en 1942 ni en 1991, enfin qui apparaissait en 1991 mais qui n'était pas encore installée, c'est qu'aujourd'hui les échanges se sont internationalisés, que les barrières protectionnistes ont été en grande partie démantelées et que les transactions financières occupent une place considérable. Vous savez que l'importance des fonds investis par les institutionnels qui gèrent les actifs financiers sont extrêmement importants et ont pour résultat de concentrer le capital des entreprises dans les mains d'un petit nombre d'acteurs. Donc la conséquence, c'est que le capital des entreprises n'est plus détenu par l'État. Dans les pays d'Europe occidentale, c'est à peu près presque partout le cas, ni par des noyaux durs d'actionnaires français stables. Cette époque-là est définitivement révolue. Aujourd'hui, encore une fois, les investisseurs institutionnels, les investisseurs étrangers sont en position dominante. Alors ça, c'est la première transformation, internationalisation des échanges. Deuxième élément de transformation, c'est la révolution des communications, qui tout de même a changé le mode de fonctionnement du capitalisme, dans la mesure où il permet une simultanéité des opérations, et on le voit en particulier en matière de capitalisme financier et d'opérations boursières. Et enfin, troisième caractéristique qui a également déjà été évoquée, c'est que le capitalisme d'aujourd'hui n'est plus un capitalisme d'entrepreneurs, ce n'est plus un capitalisme de managers, mais c'est un capitalisme qui est devenu un capitalisme de propriétaires, enfin en tout cas d'actionnaires, qui est orienté par la finance et où la rémunération d'actionnaires est véritablement devenue le moteur de l'économie. Donc d'où le terme de capitalisme patrimonial, au sens où ce sont les droits de propriété et leur évaluation boursière qui sont devenus le principal élément de valorisation.
Et d'une certaine façon, le partage des gains de productivité entre le capital et le travail, qui était la règle d'or des États-providence et du capitalisme rénant, eh bien, évidemment, n'a plus du tout cours de la même façon. Et il est incontestable que les revenus du capital sont aujourd'hui infiniment plus importants que les revenus du travail. Et ce modèle du capitalisme dit anglo-saxon, pour faire vite, mais en n'ignorant pas tout de même que le capitalisme américain est un capitalisme où l'État a une capacité d'intervention dans la vie économique qui est souvent sous-estimée, eh bien ce capitalisme-là est devenu en effet la forme à peu près générale du capitalisme, avec tous les dangers que cela comporte, parce que c'est un capitalisme instable qui suppose un très haut degré de flexibilité, donc avec des conséquences sociales parfois dramatiques pour les salariés, avec une obligation de réactivité, étant donné la férocité de la concurrence qui, bien évidemment, qui brise dans de nombreux cas les vies des personnes qui travaillaient toute leur vie dans une entreprise et auxquelles on dit du jour au lendemain, maintenant il faut partir. C'est un capitalisme, surtout où le nomadisme, la mobilité des capitaux crée une situation d'instabilité quasi structurelle. Bon, alors, d'une certaine façon, donc aujourd'hui, la question est de savoir, puisque tel est le capitalisme qui s'est imposé, mais la question de savoir comment peut-on y mettre de l'ordre, quelles normes, quelles instances de régulation peuvent être appropriées à ce capitalisme. Alors, il y a une réponse qui est à exclure d'emblée, c'est considérer les recettes de régulation qui étaient en vigueur à l'époque du capitalisme dit rénant et essayer de les appliquer telles quelles au capitalisme d'aujourd'hui. Cette démarche est totalement vouée à l'échec. Je crois qu'il faut véritablement prendre en compte les spécificités du capitalisme d'aujourd'hui et essayer de trouver les instruments de régulation qui puissent y être adaptés. Alors, bien, je vais vous donner juste une piste, parce que tout cela sera approfondi dans la discussion. Il me semble que le meilleur moyen de concevoir la régulation de ce type de capitalisme, ce n'est pas l'intervention de l'État, par exemple, ou l'intervention d'acteurs extérieurs qui vont réguler de l'extérieur l'activité économique. Ça, c'était la recette de capitalisme rénant. Aujourd'hui, elle n'a plus aucune possibilité d'efficacité réelle. Il faut penser à fond ce que signifie l'autorégulation, qui ne soit pas une autorégulation telle que l'entendent des ultralibéraux, c'est-à-dire bien attendons, laissons faire, le marché finira toujours par se réguler lui-même parce que c'est sa survie qui est en jeu. Nous ne pouvons pas attendre dans le monde d'aujourd'hui parce que ce genre de phénomènes d'autorégulation peuvent prendre des décennies et combien de générations sacrifiées, et puis surtout le risque d'une catastrophe économique mondiale avant qu'on soit arrivé à la mise en place de systèmes de régulation efficaces. Donc il faut agir avant, il ne faut pas simplement laisser faire, mais agir d'une manière qui en quelque sorte respecte l'immanence et l'autonomie des activités économiques. Alors il y a, je conclurai sur ces mots, une réelle possibilité d'autorégulation, mais une autorégulation qui ne soit pas simplement un laisser-faire et qui, d'une certaine manière, permette à la fois d'instaurer des normes de fonctionnement qui préservent l'activité, qui préservent également, en quelque sorte, les intérêts de tous les acteurs impliqués dans la production, mais qui, en même temps, ne soient pas des instances de régulation extérieures à l'activité économique, car ce type de régulation aujourd'hui me paraît être voué à l'échec. Merci beaucoup pour cette remarquable présentation d'une très grande clarté. Je me tourne tout de suite vers Marcel Grignard. Peut-être est-ce que vous pensez que l'autorégulation, ça suffit ? Bonjour, merci. D'abord, je tiens encore une nouvelle fois à excuser Nicole Notat, qui était désespérée de ne pas vouloir venir. Je ne suis pas certain que je réussirais à faire aussi bien que ce qu'elle aurait fait. Je suis même à peu près convaincu du contraire, mais enfin, je vais tenter de faire. Alors, est-ce que l'autorégulation pourrait être suffisante ? Il ne me semble pas, mais il faut peut-être s'entendre un peu mieux sur ce qu'est l'autorégulation. Ça mérite peut-être d'aller un peu plus loin. Comment est-ce qu'on peut, de mon point de vue, poser cette question de la régulation ? Je suis largement d'accord sur l'ensemble de l'état des lieux qui a été décrit. On est devant une situation inédite, profondément bouleversée, avec des déséquilibres de plus en plus forts, qui me semblent, au moins vu du point de vue de l'acteur de l'entreprise, caractérisés par au moins 2 points.
Le premier, qui a été largement déjà souligné, c'est que dans les équilibres, dans les choix stratégiques entre le devenir industriel de l'entreprise au sens large, le devenir du social et des salariés, et puis l'intérêt des actionnaires, le point de gravité s'est fortement déplacé et que ça entraîne des déséquilibres extrêmement forts, extrêmement violents. Le deuxième élément qui me paraît aussi extrêmement important à prendre en compte, c'est que l'ensemble des évolutions techniques et la mondialisation de l'économie, c'est à accompagner, on est dans des choses qui sont interactives, mais se traduit aujourd'hui par un fort morcellement des firmes industrielles en morceaux indépendants juridiquement, mais complètement dépendants au niveau de la chaîne de valeur, et dans des rapports entre les morceaux de l'entreprise qui sont aussi extrêmement violents, des rapports de concurrence extrêmement forts entre des donneurs d'ordre et une série de sous-traitants, et ceci à l'échelle du monde. Et on a, à travers ces deux éléments-là, des tensions extrêmement fortes qui se traduisent par des inégalités, par un certain nombre de scandales à tous les niveaux. Dans les entreprises, on voit régulièrement ce qui s'est produit avec Enron, avec Perma, etc. On voit le débat qu'il y a de manière récurrente sur les parachutes dorés, le scandale de certaines stock options, etc., etc. Mais aussi entre les pays, on voit bien que les choses sont en train de changer de manière considérable quand des capitaux russes s'invitent dans le capital de ADS, par exemple. Ou bien, on le voit aussi entre les États, ce que l'évolution des relations économiques traduit au niveau des citoyens dans les États. Je crois que l'Europe, de ce point de vue, est une sorte de laboratoire assez saisissant quand on voit ce que sont aujourd'hui les phénomènes de migration extrêmement compliqués du sud de l'Europe en provenance de l'Afrique vers l'Italie, l'Espagne, mais aussi à l'intérieur de l'Europe, entre les nouveaux entrants et les anciens pays de l'Europe, entre par exemple les Polonais ou les Tchèques qui viennent travailler en Allemagne ou en Grande-Bretagne, et puis plus à l'est, des Ukrainiens ou des Biélorusses qui viennent travailler en Pologne, etc. Donc on a là des phénomènes qui touchent des populations extrêmement fortes et qui se traduisent par des tensions sociopolitiques extrêmement violentes. Donc il y a un besoin impérieux de régulation pour au moins 3 raisons. D'abord parce que on voit bien que les acteurs, s'ils continuent comme ça, ne nous assurent pas un avenir de la planète vivable. Donc les questions de maîtrise de l'environnement, de maîtrise et de garantie d'utilisation correcte des matières premières est une vraie question. Des problèmes économiques, parce que les déséquilibres de développement du monde posent des questions redoutables qu'on doit traiter, faute de quoi elles se traiteront par la violence, et des équilibres sociaux forts, parce que derrière tout ça, il y a non seulement des questions immédiates, mais il y a des questions du futur. L'Europe ne peut pas ignorer qu'elle est devant des défis démographiques extrêmement importants qu'elle devra résoudre demain. Et je crois qu'on ne peut pas attendre des acteurs privés, des entreprises, qu'elles apportent par elles-mêmes ces réponses sur le long terme. D'autant que le déplacement de ce point d'équilibre vers la finance est contradictoire avec cette nécessité de gérer sur le moyen long terme. Alors comment est-ce que ces régulations vont se faire ? Je crois qu'on est devant une grande incertitude sur comment ça se fera. Est-ce que ce sera par la négociation multilatérale ? Est-ce que ce sera par des affrontements violents, par des catastrophes qui obligeront à des régulations nouvelles ? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas dire ça. Il me semble cependant qu'il y a aujourd'hui très clairement 2 directions qui sont pour certaines des embryons de solutions, mais qui me paraissent prometteurs de ce que pourrait être une régulation correcte de l'économie de marché, si on veut bien le faire. Alors, il me semble que ces 2 directions tiennent pour une part à ce qui est de la responsabilité des États, pour une autre part à ce qui est de la responsabilité des entreprises. Alors, responsabilité des États parce que je crois qu'ensemble, les États de ce monde sont responsables du devenir de la planète et doivent participer à des formes de régulation du monde de demain. C'est tout l'enjeu du multilatéralisme, qu'on connaît bien avec ce qui se fait au niveau de l'ONU. Alors c'est dommage que notre collègue ne soit pas là, il sera peut-être là tout à l'heure, il pourrait nous en parler mieux que moi, mais tout ce qui peut se faire au niveau de l'ONU, du FMI, de l'OMC, etc. Alors même si ces instances ne portent pas aujourd'hui tous les résultats qu'on peut attendre, même si on peut considérer facilement qu'elles ne sont pas à la hauteur des enjeux, il y a quand même des vrais bouts de solutions qui émergent.
Et de ce point de vue-là, je crois fortement à la nécessité de poursuivre ce qu'est la construction de l'Europe, parce que ça reste, en dépit de ses difficultés et de ses limites, le seul véritable exemple mondial où le volontarisme politique se traduit par une forme de multilatéralisme qui aujourd'hui touche 25 États et qui pose des enjeux de la régulation du futur. Je prends un exemple très simple et immédiat, récent. C'est ce qui est en train de se négocier au niveau du Parlement européen avec la Commission européenne et les États membres autour de ce qu'on appelle la directive REACH sur la chimie. En 2 mots, parce que ça ne parle qu'aux spécialistes, il s'agit de construire une nouvelle réglementation qui modifie fortement les contraintes imposées aux entreprises du secteur chimique dans l'objectif de mieux préserver l'environnement, de mieux préserver les salariés qui sont dans ces entreprises et les consommateurs. Donc je crois que l'Europe est capable, par le dialogue et par le multilatéralisme, de construire des règles qui certes posent des contraintes nouvelles aux acteurs économiques. Alors probablement que là où le bas blesse le plus, c'est que l'Europe, qui s'est imposé des contraintes aux acteurs économiques, sait relativement pas bien faire pour accompagner ces contraintes des moyens du développement économique. Ça, c'est un autre débat. Mais on voit qu'il y a des choses complètement possibles à ce niveau-là. Le deuxième axe, c'est bien évidemment ce qui se passe au niveau des entreprises. C'est fondamental parce que l'entreprise est depuis toujours un lieu obligatoire de régulation, alors formalisé ou pas très formalisé, entre l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Et de plus en plus, on voit bien que l'entreprise ne peut pas ignorer son environnement. Alors son environnement au sens large, c'est tant le bassin d'emploi là où elle exerce son activité, que la préservation de l'environnement et des ressources naturelles là où elle est. Et il n'y a pas de développement économique possible sans une forme de réconciliation ou de dialogue et de compromis à trouver entre les salariés de l'entreprise et l'entreprise en tant que telle, parce que les hommes et les femmes restent les acteurs majeurs de l'activité, et entre l'entreprise et son environnement, parce que l'entreprise est à la fois indispensable à la société et l'entreprise ne peut pas vivre sans la société. Donc on voit bien qu'on a là des espaces sérieux de régulation et qu'un certain nombre d'entreprises multinationales sont clairement engagées dans cette démarche-là. Je crois aussi que c'est un moyen de tenter de réconcilier des choses extrêmement compliquées aujourd'hui au niveau des individus. Des individus qui sont à la fois souvent salariés, mais aussi consommateurs, et qui peuvent parfois considérer qu'ils sont les perdants de la mondialisation en tant que salariés, alors qu'ils sont les gagnants en tant que consommateurs, mais des salariés consommateurs qui sont souvent aussi épargnants, et c'est très largement cette épargne qui vient alimenter ce capitalisme vagabond au niveau du monde. Et quand on sait organiser dans un même cercle l'ensemble de ces enjeux et faire par exemple que l'utilisation de cette épargne des salariés soit conditionnée à un mode d'organisation de l'entreprise, à son comportement vis-à-vis de son environnement, je crois qu'on a là des vrais enjeux de régulation dans un dialogue rénové. Et si on articule bien ce qui est de la responsabilité des États, de la responsabilité individuelle et collective des États, et de ce qui peut se faire en termes de régulation au niveau des entreprises, on a des vrais embryons de ce qui peut se faire. Et alors ça se rencontre puisque, par exemple, au niveau des pays de l'OCDE, il y a un certain nombre de principes qui ont été édictés par les pays de l'OCDE, qui s'imposent aux entreprises, enfin qui sont des recommandations aux entreprises multinationales. Et il y a dans les pays de l'OCDE, dans les capitales, un point de rencontre où on peut confronter ce qu'est le comportement des entreprises multinationales implantées dans les pays de l'OCDE et ces recommandations de l'OCDE. Donc on a bien des vrais embryons d'une régulation qui reste encore très largement à développer, dont, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas bien vers quoi elle va, mais qui est indispensable si on ne veut pas traiter les problèmes par la violence. Merci beaucoup. Peut-être avant de passer la parole aux étudiants qui ont travaillé sur ce sujet, je voudrais juste vous interpeller l'un et l'autre sur cette idée quand même un peu d'autorégulation et vous demander si le marché, finalement, enfin pour jouer l'avocat du diable, grosso modo, notamment aux États-Unis, on a l'idée que laissons le marché s'autoréguler, il est le meilleur, il est le plus efficace. Les interventions, de quelque nature qu'elles soient, des États ou
d'un supposé intérêt général finiront toujours par avoir des effets pervers. Et d'une certaine manière, je vous pose cette question en prenant un exemple concret, et qui fait référence à l'activité qu'exerce maintenant Nicole Notat. D'une certaine manière, vous avez évoqué ce déplacement du point d'équilibre dans l'entreprise, la dictature de l'actionnaire, grosso modo. On est, depuis une vingtaine d'années, dans un régime où l'actionnaire, la finance, le profit, sont dans une situation de force, imposent aux entreprises leurs lois. Mais ce qu'on observe d'une certaine manière, c'est que, comme vous l'avez dit, Monique Cantos-Perber, les entreprises aujourd'hui, il y a une forme de socialisation. Elles sont possédées par des grands fonds, et pour caricaturer, par des grands fonds qui sont de l'épargne, qui sont en dernière instance de l'épargne des salariés, qui sont donc d'une certaine manière, Peter Drucker, qui était le pape du management aux États-Unis dans les années 80, disait que les États-Unis allaient devenir le premier pays socialiste. Ça rejoint ce que vous disiez, puisque les entreprises américaines vont être toutes possédées par des grands fonds de pension, par des grands fonds dont la préoccupation, c'est la défense des intérêts de leurs mandants, c'est-à-dire des salariés. Et donc, il disait que ces grands fonds ne peuvent pas avoir uniquement une logique financière, ils vont défendre les intérêts de leurs salariés. Donc, ils vont se préoccuper, ils vont intégrer dans leurs critères d'autres critères, des critères environnementaux, des critères sociaux. Or, c'est ce que l'agence que dirige aujourd'hui Nicole Notat, l'agence Vigeo, qui est une agence qui évalue les entreprises, la performance des entreprises en fonction de critères sociaux et environnementaux. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'aujourd'hui on est en train de basculer, ça y est, ce capitalisme que l'on croyait emporté par cette financiarisation, eh bien il y a une espèce de balancier. Aujourd'hui, on introduit dans les critères des entreprises des critères sociaux, des critères environnementaux, parce que, comme vous l'avez dit, les entreprises, les investisseurs, les grands fonds sont conscients qu'une entreprise qui n'investit pas dans la formation de ses salariés, une entreprise qui n'a pas une vision à long terme, une entreprise qui ne défend pas son environnement, finalement, elle se tue elle-même à terme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une régulation automatique qui va se mettre en place et laissons faire les choses, enfin, pour un plaidoyer en faveur du laisser-faire. Monique Cantos-Perber. Oui, c'est une question tout à fait intéressante et j'aurais tendance à aller dans votre sens. Bon, je crois que ce qu'il faut essayer de préserver avant tout pour apporter des solutions réalistes, c'est-à-dire des solutions qui soient véritablement en phase avec la nature même de l'activité économique, c'est l'idée de régulation immanente, si je puis dire. Des régulations, mais des régulations qui procèdent de l'activité économique elle-même, de son caractère nécessairement décentralisé, pluriel. C'est, comme on dit en anglais, du bottom-up. C'est-à-dire que ce sont des règles émergentes, en quelque sorte, qui doivent contribuer à réguler l'activité économique. Ça, c'est tout à fait fondamental. Sinon, nous tombons dans une économie planifiée, administrée de l'extérieur, avec tous les inconvénients que nous connaissons. Mais le fait que ces régulations soient immanentes, qu'elles émergent en quelque sorte de l'activité économique, ne veut pas dire qu'on a affaire à un pur laisser-faire, justement. Il faut penser, et ça c'est un problème philosophique et économique, il y a les deux aspects de la question qui sont extrêmement intéressants, il faut penser des régulations en phase avec l'activité économique, mais qui en même temps soient capables d'exprimer les intérêts de tous les partenaires impliqués. L'intérêt des salariés, bien sûr, intérêt de la société, alors intérêts environnementaux, ça va de soi, préservation des conditions même de notre existence commune, intérêt même de nos sociétés au sens de préservation des conditions de la cohésion sociale, ce qui veut dire des disparités de richesse qui ne soient pas trop grandes, parce que c'est là une atteinte directe à la cohésion de nos sociétés. Bref, des règles qui en quelque sorte émergent, mais émergent de manière médiatisée. C'est un concept un petit peu osé, mais qui, d'une certaine façon, nous permet d'échapper à l'impasse que constitue, d'une part, le laisser-faire pur et simple, c'est-à-dire l'autorégulation spontanée, et d'autre part, l'idée que c'est de l'extérieur qu'on va réguler l'économie. Donc, des règles qui émergent de manière médiatisée et qui, en effet, prennent en compte les éléments que vous donniez. Alors, les ultralibéraux, quand ils entendent ça, répondent un argument tout à fait intéressant, que Hayek d'ailleurs a remarquablement analysé, qui est, oui, c'est très bien ce que vous dites, mais pour réguler un marché, il faut disposer d'informations et de connaissances. Or, nul n'est en position
de disposer des informations ou des connaissances qui ont trait au fonctionnement des marchés, sinon les acteurs eux-mêmes. Alors les acteurs eux-mêmes sont toujours dans une situation de dispersion et il n'y a nulle part un lieu de synthèse des informations à partir duquel on puisse élaborer des régulations efficaces. Hayek, bon, on ne peut ne pas assumer les conclusions que Hayek tire de ces analyses du fonctionnement social. Quant à moi, je ne les assume pas, mais je reconnais l'extrême pertinence de l'analyse. L'objection est tout à fait juste, et ce qu'il faut, et il faut absolument essayer d'y répondre à cette objection, la prendre au sérieux, c'est-à-dire essayer de dire, mais oui, en effet, les informations, bon, il n'y a pas de lieu de centralisation des informations à partir duquel on puisse mettre en œuvre les régulations efficaces, mais il y a des possibilités de faire des expériences et de tirer des conclusions. Il y a la possibilité de regarder ce que font les autres pays, d'en tirer également des conséquences. Il y a la possibilité de formuler des règles générales, bon, qu'on puisse très vite remettre en cause en fonction des résultats qu'elles produisent. Bref, tout un appareil épistémologique, si je puis dire, qui puisse donner des éléments d'information sur la régulation et qui, en même temps, et qui permettent de lever l'objection que fait Hayek. Alors, en effet, régulation, partenaire, et aussi absolue nécessité pour ces régulations de faire en sorte qu'elles conservent le principe même de l'économie de marché. Parce que l'économie de marché que j'ai décrite de manière un petit peu idéale tout à l'heure, c'est une économie très fragile. Elle est menacée par la fraude, au plus haut point. Il n'y a rien de plus antithétique à la pensée du libéralisme économique que la fraude et les détournements, dont la nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance constants et de rectification. Elle est obligée en quelque sorte à dédommager les nuisances qu'elle exerce. Ça aussi, c'est un grand principe libéral, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que les torts qui sont faits doivent être des torts qui, en quelque sorte, sont des torts qui doivent être compensés, indemnisés. Donc, identification des nuisances pour pouvoir, en quelque sorte, dédommager ceux qui sont en condition d'en avoir souffert. Souci de plus en plus grand des images de marque, vous avez raison, désormais, l'image sociale de sa propre activité est en quelque sorte un élément de la valeur des entreprises. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important qui suppose un public mondial qui s'est transformé en juge, en quelque sorte, un public de consommateurs qui s'est transformé en juge de la valeur. Et c'est une excellente chose parce que ça multiplie les systèmes de contre-pouvoir qui, précisément, vont amener ces attitudes et ces comportements d'autorégulation de la part des producteurs eux-mêmes. Et puis surtout, internationalisation. Bon, je ne sais pas si l'ONU ou des structures comparables à l'ONU sont les formes idéales, mais en tout cas une interdépendance inévitable de l'économie qui oblige aujourd'hui à concevoir les régulations de manière internationalisée, comme l'Europe en donne le modèle. Mais juste un mot pour conclure, parce que pas prolonger trop, c'est que j'ai toujours été, quant à moi, très réservée sur cette formule qui a fait florès à un moment, qui était une économie de marché, oui c'est très bien, une société de marché, c'est très mal. Pourquoi suis-je très sceptique sur cette formule? Parce qu'au contraire, moi, je plaide pour la société de marché, au sens où le marché, l'échange économique, est une activité sociale à part entière. Et le grand problème aujourd'hui de la dérégulation et le fait que nous n'arrivions pas à maîtriser le caractère sauvage et prédateur du capitalisme, c'est que enfin certains idéologues, en particulier de gauche, tendent à sortir le marché des activités sociales. Absolument pas. Le marché est une activité sociale à part entière et doit être régulé exactement de la même façon que toutes les autres activités sociales, en prenant en compte tous les intérêts sociaux qui y participent, sans quoi nous nous privons du meilleur moyen de réguler le marché. Merci. Merci. Marcel Cagnard. Oui, alors peut-être un ou deux points au départ pour être très clair et pas être accusé de tout et n'importe quoi. Premier point, je crois qu'on a une expérience large pour montrer que l'économie planifiée, c'est une catastrophe sur tous les plans, plan économique, plan environnementaux, plan des libertés. Ça, c'est très clair. Et que l'économie de marché a très clairement fait la démonstration de son efficacité. Vers quoi va-t-elle aller? Vers quel système de régulation? Pour quel devenir? Moi, je ne sais pas le dire. Je pense malgré tout que l'économie de marché en tant que telle ne permet pas les régulations
indispensable au vivre ensemble et que les seuls acteurs économiques, parce que les systèmes sont imparfaits, parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux d'intérêt, ne parviennent pas à la régulation nécessaire et posent des actes dont les effets sont redoutables. Je prends par exemple deux cas très récents de l'actualité. Quand un navire va déverser ses cochonneries dans un pays d'Afrique et provoque la mort de gens qui n'y sont pour rien, on a à la fois un État dans une situation dramatique en Afrique, une corruption forte des gens qui sont sur place, mais aussi une forme de connivence des États européens, puisque ce navire a été chargé aux Pays-Bas. Donc on a bien là un certain nombre d'éléments qui montrent que ça ne tourne pas rond. Deuxième exemple, qui est d'une autre nature et qui mériterait sans doute au fil du temps d'être analysé plus finement, mais quand on regarde ce que produisent les OPA, moi j'ai rien ni contre ni pour les OPA, hein. Je pense qu'il y en a qui sont des fabuleuses réussites et d'autres qui sont extrêmement dangereuses. Mais si je prends l'exemple de l'OPA de Mittal sur Arcelor, il y a eu à travers cette OPA une création fabuleuse de richesses artificielles d'un coup. Ça me paraît être une espèce de chèque qu'on tire sur l'avenir et qu'on pose comme un risque fort pour les salariés du nouveau groupe pour le futur. Donc c'est une espèce de chèque tiré sur le futur extrêmement dangereux. Donc tout ça pour affirmer qu'il y a des choses à faire au niveau de l'entreprise, mais que ça ne suffira pas. Alors je suis complètement d'accord avec l'idée que la responsabilisation de l'entreprise sur ce qu'elle produit vis-à-vis des consommateurs, le fait de le mettre en évidence, c'est-à-dire d'en faire de la publicité, de rendre visible cette question-là, me paraît un facteur de progrès essentiel. Alors, si Nicole Notat était là, et vous dirait plus précisément que moi ce que fait Vigeo, mais le fait de regarder comment une entreprise se comporte vis-à-vis des droits fondamentaux internationaux, le travail des enfants, le respect des règles interdisant la corruption, etc., etc. La manière dont l'entreprise non seulement édicte des règles, mais les met très concrètement en œuvre. La manière dont elle organise ses relations avec ses clients ou ses fournisseurs, et le fait de regarder à la fois ce qu'est la réalité d'une entreprise, mais aussi de la comparer par rapport avec ses concurrents et faire en sorte que ce comportement de l'entreprise soit un élément de la différenciation entre les entreprises, me paraît un facteur fort de régulation et qu'il faut absolument poursuivre dans ce sens-là. Pour autant, je redis, ça ne peut pas tout régler. Ça ne peut pas tout régler. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le salarié un peu schizophrène, à la fois salarié, consommateur et épargnant. Je pense que les retraités nord-américains qui mettent leur argent dans un fonds de pension ne sont pas très intéressés aujourd'hui à la manière dont les fonds de pension qui gèrent leur retraite agissent dans des OPA dont je viens de parler tout à l'heure. Et que la vraie difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est comment est-ce qu'on resitue ces intérêts individuels légitimes dans une vision d'un intérêt général régulé, et qui fait qu'on ne peut pas organiser le monde uniquement en gérant ses intérêts particuliers, mais en faisant en sorte que l'interdépendance des individus, l'interdépendance des nations s'organise dans une forme de régulation encore largement à inventer. Merci. Je propose que nous passions peut-être aux questions des étudiants. Est-ce que je peux vous proposer de poser les premières questions en vous présentant, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Ça marche? Oui, ça marche. D'accord. Bonjour, Jonathan Baudier, de l'École des Mines de Paris. Donc moi, je vais vous poser une question sur justement les normes et instances de régulation. Est-ce que vous pensez imaginable l'apparition d'une monnaie unique internationale, mondiale, comme instrument de régulation, et si oui, à quelle échéance? Question suivante. Je peux en poser une autre, hein, si non, mais je pense que nos intervenants vont réagir. La question est de savoir laquelle. Pour l'instant, il y en a une quand même qui est absolument dominante. Hein. C'est le dollar. La question est de savoir si
que la Chine va jouer un rôle tout à fait fondamental dans cette affaire-là, mais ce serait plutôt à vous, Monsieur Israël-Lévy, de répondre, puisque moi, je ne suis pas du tout économiste. Mais enfin, il est sûr que si la Chine continue à constituer toutes ses réserves en dollars, eh bien, ça restera le dollar. Et le jour où la Chine passera à autre chose, en particulier à l'euro, eh bien, il faudra réexaminer la question. Est-ce que c'est une chose souhaitable? En tout cas, est-ce que c'est la condition sine qua non de ce que pourrait être, pour finir, une régulation mondiale optimale? Ça peut être une condition très positive, mais on peut espérer une régulation mondiale efficace à laquelle on parvienne ou on aboutisse sans cette condition-là, me semble-t-il. Marceline. Alors moi, je suis encore moins spécialiste de ces questions-là. Hein. Je suis ni universitaire, ni économiste, mais une monnaie mondiale, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle d'une région, l'avancée vers des monnaies qui intègrent l'ensemble des économies est un pas significatif. Il me semble assez clair que l'euro, dans notre zone, même s'il y a beaucoup à dire sur la manière dont il est géré, a rendu inopérant ce qu'on appelait les dévaluations compétitives qui tentaient de faire reporter sur le voisin un certain nombre de difficultés qu'on ne réussissait pas à régler chez soi. Peut-être pour rebondir, je vais me permettre de profiter du fait qu'il y ait un absent pour moi-même apporter mon embryon de réponse, mais pour vous relancer. Je pense, de mon point de vue, j'ai l'impression que derrière cette question, je pense, moi, qu'il y a une... je ne suis pas du tout méchant, mais il y a une erreur d'analyse sur les perspectives. Je pense que c'est exactement... on peut poser votre question d'une autre manière. C'est est-ce que nous allons vers un gouvernement mondial? Et je suis convaincu que nous n'allons pas vers un gouvernement mondial. Et c'est la même chose avec la monnaie. Je pense que nous n'allons pas vers une monnaie mondiale. Je pense qu'il y a une monnaie dominante. Il y a eu d'abord la livre sterling pendant longtemps. Il y a eu après le dollar. Comme le disait Monique Cantos-Pérez, peut-être que demain, ce sera une monnaie asiatique, un mélange de yuan et de yen, je ne sais pas, qui traduit l'évolution des rapports de force dans le monde. Mais je crois que, justement, de mon point de vue, la difficulté à imaginer la régulation de demain, et je ne sais pas si vous en êtes d'accord, et c'est ce qui ressort un peu des propos jusqu'à présent, c'est qu'elle ne prendra certainement pas les formes de la régulation économique et sociale que nous avons connue depuis 200 ans dans nos pays industrialisés. Et c'est ce que vous disiez sur on ne peut pas transposer au niveau local ou régional, au niveau mondial, nous aurons des formes nouvelles, et me semble-t-il. Et ce sera la même chose en matière monétaire. Il y aura sans doute des modifications des rapports de force, il y aura sans doute des accords. Par exemple, je pense qu'en Asie, on va aller vers des accords monétaires régionaux. Ils vont, comme chez nous, en Europe, avec l'euro qui d'abord c'est 12, demain 13 pays, c'est peut-être plus après. Donc, et puis même au-delà de ces 12-13 pays de noyau, d'une certaine manière, les pays qui sont autour sont quand même liés plus ou moins à l'euro. Le dollar est la monnaie dominante dans la région Amérique. On aura peut-être, je ne sais pas si ce sera le yuan, la monnaie chinoise ou la monnaie japonaise, mais enfin bon. Et il me semble qu'on va avoir la constitution d'acteurs nouveaux, d'institutions nouvelles qui sont inimaginables aujourd'hui. Si vous regardez ce qui s'est passé sur l'environnement, sur Kyoto, si vous regardez ce qui s'est passé sur le développement durable avec la conférence de Johannesburg et tout ce qui se fait maintenant sur le développement durable, ce sont des initiatives qui sont des formes, ce n'est pas des régulations impératives, c'est-à-dire ni Kyoto ni Johannesburg n'imposent aux entreprises ou aux États des règles, mais enfin, c'est un mouvement qui est engagé et il me semble que ce qui est intéressant, me semble-t-il, alors je vous demanderai peut-être de réagir parce que je me permets de... Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on voit émerger, par exemple, des ONG, des organisations non gouvernementales, qui sont porteurs d'un intérêt général au niveau global, que ce soit Amnesty International, que ce soit Greenpeace, etc., et qui jouent un rôle dans la définition d'une opinion publique mondiale. Mais là encore, ça n'est pas du tout comme cela se passait au niveau des États dans nos pays. Et donc on aura des institutions comme ça, informelles, formelles, privées, privées-publiques, politiques, business, etc., et organisations syndicales, etc., qui vont jouer un rôle de plus en plus important et qui vont finalement conduire, mais c'est peut-être une vision trop optimiste, à l'émergence d'une forme de régulation inédite
on n'aura pas, je crois, de gouvernement mondial, on n'aura jamais de gouvernement mondial comme on a un gouvernement français. On n'a d'ailleurs pas de gouvernement européen. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois qu'un gouvernement mondial ne pourrait être qu'un gouvernement extrêmement totalitaire qui, étant donné les menaces, les menaces environnementales qui pèsent sur le monde, ne pourrait que recourir à des formes de restriction des libertés tout à fait dramatiques. Vous avez tout à fait raison sur le fait que, disons, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les seuls acteurs internationaux étaient les États. Qui agissaient à l'échelle internationale? Eh bien, l'État, dans son territoire et sur la scène internationale. Depuis 1945, disons, on a vu apparaître d'abord des organismes internationaux au sens plein, comme l'ONU, qui sont censés regrouper tous les États de la planète. Mais ensuite, nous avons vu émerger des organisations multilatérales. Nous avons vu apparaître l'Union européenne, qui a réalisé, en tout cas, c'est une chose tout à fait extraordinaire, confrontée à l'histoire humaine, pour la première fois sur un territoire, la paix perpétuelle. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer, bien que tout puisse arriver dans les affaires humaines. Mais enfin, normalement, c'est le programme, en quelque sorte, d'avoir définitivement éradiqué la guerre. Mais on a vu également apparaître des instances juridiques internationales, comme la Cour pénale internationale, des ONG qui ont un petit peu tendance à s'arroger le monopole du jugement moral sur le monde, donc ce qui n'est pas toujours un petit peu dangereux, mais qui en tout cas mènent des combats légitimes pour défendre les intérêts des plus faibles. Et puis on voit apparaître également une sorte de société civile mondiale qui émerge, qui juge, qui apprécie, qui proteste. Bref, toute une sorte d'animation collective de la vie internationale, une multiplicité d'acteurs internationaux dans un monde où il y a 60 ans à peine, il n'y avait que les États. C'est une transformation à l'échelle de l'histoire humaine, mais totalement extraordinaire, et qui nous amène à penser le problème fondamental de la régulation mondiale, qui est le problème, me semble-t-il, de la hiérarchie des normes, car tous ces organismes émettent des normes. L'ONU, des normes de la guerre et de la non-ingérence et du respect des souverainetés. L'OMC, des normes en matière de régulation commerciale. L'OMS, des normes en matière sanitaire. La future agence de l'environnement, des normes en matière d'environnement. L'OIT, des normes en matière de travail. Mais la question reste encore ouverte. Et malheureusement, c'est le programme aujourd'hui de savoir quelle hiérarchie allons-nous parvenir collectivement à établir entre ces normes. Il va de soi que les normes environnementales, enfin en tout cas c'est mon point de vue, et les normes sanitaires doivent bien sûr l'emporter sur les normes commerciales, même si les normes commerciales sont tout à fait importantes. Donc il y a un problème de travail, de la hiérarchie des normes qui est à élaborer pour construire en effet, comme on dit aujourd'hui, cette gouvernance sans gouvernement mondial, qui pourrait être qu'un gouvernement tyrannique, mais en excluant aussi une autre chose qui me paraît extrêmement dangereuse, même si aujourd'hui beaucoup de gens l'appellent de leur vœu, c'est une espèce de spontanisme démocratique mondial qui ferait qu'on confierait les intérêts de la planète à la réunion des citoyens mondiaux. En ce qui me concerne, je vois en cela une terrible terreur qui s'abattrait sur le monde pour une raison très simple, c'est que les acteurs de la société civile, c'est très bien, multinationales, associations, individus, mais pour finir, dans des situations de crise, ils ne font que défendre leurs intérêts privés. Or, pour moi, la régulation mondiale et la gestion de la planète, ça signifie un lieu qui est tout entier à constituer, mais un lieu où on puisse identifier l'intérêt collectif, l'intérêt de tous, et en particulier la protection des plus faibles, l'avenir de notre planète, et disposer des moyens de le rendre efficace. Or, il me semble que pour cela, ça peut se faire que dans des instances politiques, et je ne crois guère au spontanisme de la démocratie mondiale pour parvenir à cela. Oui, moi je partage. La somme des intérêts individuels n'a jamais fait l'intérêt collectif nulle part. Ça peut faire l'intérêt d'un lobbying ou ça fait un rapport de force, mais ça ne fait pas d'intérêt collectif. Moi, je crois qu'il faut insister sur le fait que les formes de régulation à venir sont fatalement inédites parce que la période est inédite et que ce qui a été les rapports de force entre les grandes régions du monde pendant les 2 derniers siècles est bouleversé. Et donc, automatiquement, ça change la donne. Et que la grande difficulté de la gouvernance mondiale, c'est de dépasser des intérêts contradictoires. Et que, j'ai envie de dire, regardons l'Europe.
la très très grande difficulté à régler des problèmes simples au niveau de l'Europe, alors qu'il y a des éléments de culture et d'intérêt communs. Alors quand il s'agit de mettre en confrontation les intérêts des pays émergents, les intérêts des pays en développement et les intérêts des pays développés, c'est extrêmement compliqué. Sur la question de l'émergence de formes de régulation, moi, deux exemples très concrets. Alors ça ne se dit pas souvent, mais c'est le syndicaliste qui le dit. Moi, j'ai observé partout dans le monde que là où les entreprises multinationales étaient implantées dans des pays en développement, d'une manière générale, alors il y a des exceptions, mais d'une manière générale, les salariés du pays d'accueil se précipitaient dans la multinationale qui s'installait là. Parce qu'il y avait des formes de régulation, y compris par rapport à la corruption, des formes de formation, de développement des individus qui étaient très supérieures à ce qui existait. Et que quelque part, l'entreprise, alors des fois elle pille, etc., etc. Mais pas que ça, des fois elle apporte des formes de régulation et d'évolution extrêmement positives. Deuxième exemple très concret, une grande entreprise de la distribution, il n'y a pas très longtemps, avait un de ses fournisseurs en Asie où il y a eu, dans une entreprise qui est installée dans un immeuble et où les issues de secours étaient verrouillées enfin vous savez comment ça se passe dans ces pays-là, et plusieurs centaines de salariés sont morts dans un incendie. Entre le travail fait par des organisations syndicales et des ONG sur place et ici, il y a eu une interpellation de l'entreprise qui a changé complètement son type de relation avec ses fournisseurs sur des questions comme ça. Donc, dans ce domaine précis, ce n'est pas la capacité de l'État de ce pays-là à développer une forme de régulation sociale de haut niveau qui réglerait les problèmes, ça il faut l'attendre encore longtemps, mais c'est l'action des acteurs de la société civile qui fait bouger les choses. S'il vous plaît, merci. Merci. Oui. Bonjour, Zika Exier, je viens de Sciences Po Paris. J'aurais une question sur l'efficacité de la régulation, à savoir que personne ne peut prétendre une régulation efficace d'une force ou bien d'un pouvoir sans contre-pouvoir, sans mécanisme de balance de pouvoir. Alors quel est le contre-pouvoir du capitalisme mondial? Merci. Le contre-pouvoir, Marcel Kignan, oui. Je crois que c'est plein de choses. C'est d'abord les salariés. Une entreprise ne peut pas vivre sans ses salariés. Et la manière dont les salariés de l'entreprise sont impliqués dans son fonctionnement est un facteur d'efficacité. Donc l'entreprise ne peut pas fonctionner en ignorant l'intérêt de ses salariés à long terme. C'est impossible. Donc c'est un élément de contre-pouvoir. L'entreprise ne peut pas ignorer son environnement. Une entreprise ne peut pas vivre... Enfin, regardez par exemple les débats qui se sont passés sur Toulouse après l'explosion de l'usine AZF. Ou bien les débats qu'il y a eu à travers la fermeture de Métal Europe dans le nord de la France. Une entreprise ne peut pas se développer et vivre si elle n'est pas dans une forme de régulation avec la société qui l'entoure. Et donc ça, c'est un élément du rapport de force. Les consommateurs sont un élément du rapport de force. Le boycott, quand il a été démontré que Nike faisait fabriquer ses chaussures dans des conditions épouvantables, le boycott de Nike l'a obligé à changer fondamentalement sa relation avec ses fournisseurs en Asie. Donc je crois qu'on a comme ça un tas d'éléments. Et puis après, il y a les rapports de force politiques. Il y a les rapports de force politiques. On pourrait, ce serait un débat très intéressant, regarder comment les questions de l'énergie se posent en Europe, entre l'Europe à 25 et son grand voisin, l'URSS, enfin la Russie, pardon, et Gazprom. Et regarder comment, à travers tout ça, on a des nouveaux enjeux de rapports de force, mais aussi de régulation. Mais comment vous répondez, pour prolonger cette question, quand on dit que dans ce rapport des forces, quand même, les firmes multinationales, dont certaines ont la taille d'un État, qui ont des moyens financiers considérables, qui eux, sont vraiment globales, ils ont quand même un gros avantage par rapport à tous ces contre-pouvoirs que vous évoquez, non? Enfin, Oui, mais ça, moi, j'ai jamais cru que le monde était fait avec des gens qui avaient la capacité de peser de la même manière. Hein. On est dans des rapports de force permanents, et c'est vrai que les multinationales ont des éléments fabuleux. Je crois que et que le rapport de force est globalement déséquilibré. Je crois que la seule manière de le rééquilibrer, c'est de faire en sorte que les acteurs agissent ensemble. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'intérêt des actionnaires, des salariés, des consommateurs de manière séparée, chacun défendant le sien de son côté, mais qu'il y ait une vraie confrontation des intérêts et que la confrontation des intérêts débouche
sur une forme de discours politique, j'ai envie de l'appeler comme ça, sur ce qui doit être le comportement de l'entreprise. Je vais peut-être proposer, Monique, si vous permettez, une question suivante. Enfin, vous aurez l'occasion peut-être des étudiants. Est-ce que vous avez encore une question, ou peut-être madame? Mais la salle ensuite, oui, mademoiselle. Non, je pense que mademoiselle avait une question, je suis sûr. Oui, en fait, ça a été en partie répondu. C'était à propos des investissements socialement responsables et respectueux de l'environnement. Est-ce que vous pensez que ça peut être généralisé? Est-ce que ça peut être un véritable moyen de valorisation des entreprises? Et qu'en est-il aujourd'hui de ces fonds d'investissement? Merci. Alors, c'est encore modeste. C'est encore modeste. Je crois on peut dire, j'ai envie de dire 3 choses à ce niveau-là. La première, c'est peut-être pas très connu, mais beaucoup d'établissements financiers capitalistes, au sens propre du terme, hein, des grandes banques, etc., ont des services d'investissement socialement responsables et s'intéressent de très très près à ces questions-là, avec des gens sérieux qui regardent comment ils donnent des indications à leurs clients pour s'assurer que leur épargne est placée en direction de ces investissements socialement responsables. Donc il y a déjà un phénomène qui se produit à l'intérieur même de la sphère financière. Il y a un deuxième élément qui est que petit à petit, les salariés en tant que tels s'organisent sur cette question-là. Et troisième élément, c'est que un certain nombre d'évolutions dans le comportement des entreprises, les rapports que les entreprises font au regard de la loi des nouvelles régulations économiques, les notations sociales commencent à être des éléments de plus en plus pris en compte dans ces débats-là. Je vous parlais tout à l'heure de l'OPA de Mittal Arcelor. Dans le cadre de cette OPA, notamment entre les salariés des deux groupes, les reportings de comportement social ont été des éléments de comparaison entre les deux groupes et de débat pour savoir si l'OPA est acceptable ou pas, par exemple. Sur les deux... votre question, au fond, nous permet d'aborder un élément dont nous n'avions pas parlé jusqu'ici et qui est encore une caractéristique de notre monde tout à fait nouvelle, qui est une forme de moralisation du monde qui n'existait, enfin qui a toujours un petit peu existé, qui a existé dans l'Antiquité, qui a beaucoup existé dans le Moyen-Âge, mais sous l'égide du christianisme, qui a à peu près disparu entre le XVIIe siècle et 1945 et qui revient progressivement. Alors, moralisation du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on ne peut plus faire n'importe quoi, tout simplement. C'est-à-dire toutes les actions, et en particulier les actions internationales, commises par les États ou par des groupes ou par des entreprises, eh bien, sont sous le regard de tous les autres, parce que tout se sait aujourd'hui et nul ne peut plus prétendre ne pas savoir ou fermer les yeux. Et si vous voulez, on peut ruiner une entreprise en conduisant contre elle ce qu'on appelle aux États-Unis a sham campaign, c'est-à-dire une campagne destinée à lui faire honte, à incriminer ses comportements, à montrer que ces comportements sont basés sur des formes d'exploitation. Ça, c'est un élément tout à fait nouveau qui est l'effet causal réel sur les fonctionnements économiques des systèmes ou de réputation. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et lorsque vous parlez d'entreprises socialement responsables, les entreprises ont tendance à dire, bon, on est obligé de jouer ce jeu, avoir une bonne image de marque, mais c'est plutôt une entrave et un obstacle à la prospérité des activités économiques. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Au contraire, être une entreprise socialement responsable, c'est inscrire l'économie et l'activité productrice des entreprises, qui est une activité tout à fait noble et fondamentale dans la vie humaine, au cœur même des activités sociales, et c'est tout à fait normal que l'entreprise rende des comptes, dédommage ce qu'elle a lésé. Vous parliez de la pollution, là, supprime les corruptions, lutte contre la corruption, dédommage les personnes lésées, c'est tout à fait fondamental. Regardez, il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui n'affiche une charte d'éthique. Alors on peut dire, oh, mais ça c'est vraiment destiné à se donner bonne impression, et puis en fait il n'en est tenu aucun compte, certes, mais la chose importante c'est qu'elles puissent plus ne pas le faire. Et d'une certaine façon, là il y a une contrainte, comme disait un auteur fameux que je ne citerai pas, l'hypocrisie a une vertu civilisatrice, c'est-à-dire à faire comme si, eh bien on finit par agir réellement exactement comme cela.
Et ça, c'est quelque chose quand même qui est humainement parfaitement éprouvé. Et encore une fois, si je peux juste rajouter un mot sur la question à propos des contre-pouvoirs, aujourd'hui, on a tendance à incriminer le libéralisme comme responsable de tous les maux, mais sachez quand même, par respect pour les traditions philosophiques et politiques, que s'il y a une tradition politique qui a inventé la notion de contre-pouvoir, c'est quand même d'abord le libéralisme, c'est-à-dire la condition même de la liberté et du libre exercice de toutes les activités, quelles qu'elles soient, politiques ou économiques, c'est l'existence de contre-pouvoirs, c'est-à-dire d'instances de contrôle, parce que seules ces instances de contrôle et ces instances de protestation permettent d'atteindre la justesse des actions, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique. Et ces contre-pouvoirs aujourd'hui, comme cela a été dit, sont incarnés par tous les partenaires, tous ceux avec lesquels on interagit, ceux qui ne sont pas contents, les clients qui ne veulent pas que l'entreprise dont ils achètent les produits exploite les enfants, les salariés qui veulent pas, qui sont prêts à s'associer à la production de recherche s'il y a également un objectif social, mais qui ne le font pas avec la même énergie ou le même dévouement si ce n'est pas le cas. Bref, tous ceux qui, en quelque sorte, sont aujourd'hui des partenaires, des stakeholders, comme on dit en anglais. Ça, cette idée d'une activité sociale en quelque sorte insérée dans un système où le contre-pouvoir est structurel est une idée qui est très très profondément, qui est le produit même de la tradition libérale. Merci. Je voudrais peut-être élargir maintenant et proposer à la salle si... Oui, monsieur, vous avez une question, je crois. Oui, bonjour. Ça va un peu dans la suite peut-être de ce qu'on est en train de dire. Bonjour. C'est peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où on est acteur et où on est un peu des responsables, irresponsables, parce qu'il n'y a pas de suite dans ce qui se passe. De l'argent qu'on met dans une banque, où finalement on ne sait pas ce qu'on fait de cet argent. Est-ce que c'est normal quelque part qu'on n'en subit pas les conséquences parce qu'on est peut-être partenaire en fait de nuisances à travers des entreprises qu'on ne connaît pas? Est-ce que c'est normal finalement qu'en mettant de l'argent dans l'entreprise, dans une banque comme ça, en fait, on n'ait pas la responsabilité de cet argent aussi et la banque comme intermédiaire? La même chose quand on est actionnaire. Est-ce que c'est normal quand une entreprise ne prend pas ses responsabilités sociétales que l'actionnaire finalement est caché derrière un nuage d'actionnariat, de papier et donc d'irresponsabilité? Est-ce que ce n'est pas ça qui gère le monde d'une certaine manière? Troisième cas de figure, l'entrepreneur qui, pour une raison ou pour une autre, gère mal son entreprise et peut-être peut partir avant que la société s'effondre ou ne nuit réellement, mais qui finalement a quand même porté une certaine responsabilité, mais finalement bénéficie peut-être financièrement et peut être écarté de toute nuisance juridique ou autre. Merci. Est-ce que, finalement, vous renvoyez bien à la thématique générale de cette cité de la réussite sur la responsabilité? Est-ce que, d'une certaine manière, un des problèmes du capitalisme mondial, c'est, si je comprends bien la question, c'est un peu l'irresponsabilité involontaire des salariés, de tout un chacun, parce que je pense qu'effectivement, il y a un travail fabuleux à faire de responsabilisation des acteurs. Et que, alors, moi je ne dirais pas qu'on est... on est peut-être irresponsable par défaut. Je pense surtout que sur ces questions-là, il y a de très fortes inégalités. On n'est pas tous... je disais tout à l'heure des salariés à la fois épargnants actionnaires et consommateurs qui bénéficient de la mondialisation. Il y en a qui en bénéficient beaucoup, d'autres qui n'en bénéficient pas du tout. Et que... autant je pense qu'il y a un travail de responsabilisation des acteurs à faire parce que, in fine, c'est vers ça, c'est ça qui fait... moi, je crois beaucoup à l'émancipation des gens. Donc, je pense que c'est la responsabilisation des acteurs dans tous les domaines de la vie qui participe à l'émancipation et à la capacité de faire émerger l'intérêt collectif articulé avec l'intérêt individuel. Ceci dit, en même temps, moi, je suis obligé de reconnaître que dans notre pays, il y a plusieurs millions d'acteurs qui sont complètement en dehors de tout ça, très très loin de tout ça, et qui sont plus des victimes que des irresponsables. Oui, moi je suis en accord total avec ce qui vient d'être dit, mais en ajoutant cette chose-là, que nous vivons dans un monde d'une telle interdépendance et d'une telle complexité
que c'est tout simplement quasi impossible pour quelqu'un d'être informé des conséquences exactes de ses actions. On est dans ce paradoxe où plus que jamais, chacun doit se sentir tout à fait responsable de tout ce qui arrive dans le monde, y compris la détérioration des conditions environnementales, et où le monde échappe de plus en plus aux sujets, aux agents. Donc c'est un paradoxe qui en fait crée une sorte de situation de culpabilité structurelle. Nous sommes responsables de tout et nous ne savons même pas ce qui se passe, ni quels sont les effets de ce que nous faisons. Quand même, le seul moyen de réduire le paradoxe, c'est d'informer au maximum, faire des campagnes d'information, d'éducation. Ça me paraît la solution la plus accessible. Oui, allez-y. Juste un point, avec de ce point de vue-là, je pense un rôle fabuleux, très mal rempli aujourd'hui par les acteurs politiques, dont il me semble le premier devoir, c'est de tenter de donner à lire la société dans laquelle on est, et un rôle indispensable aux acteurs intermédiaires qui peuvent, ils ne sont pas investis d'une mission, mais ils ont une capacité de dépasser les points de vue individuels pour tenter de formaliser par la discussion, par le dialogue, par la formation, des émergences d'intérêts collectifs. Peut-être vous souhaitiez réagir, mais alors très très brièvement, et après il y a une question ici, je crois. Juste parce qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas bien fait passer dans la réflexion, c'est est-ce qu'on pourrait, je vais être un peu radical, est-ce qu'on pourrait porter comme étant co-responsable des actionnaires d'une société qui n'est pas responsable sociétalement ? Parce que tant qu'on ne fait pas ça, moi je mettrai toujours mon argent dans ce qui me rapportera le plus et qui nuira aux autres. Enfin, c'est radical, hein, mais c'est pour expliquer en fait l'autre facette de ma réflexion. Moi, je pense qu'on aura toujours ce dilemme entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, ou l'intérêt de l'individu et l'intérêt de la société, et que je ne crois pas qu'on peut attendre autre chose de la majorité des gens, parce que les individus sont faits comme ça, qu'ils décident, qu'ils posent des actes en fonction de leur intérêt individuel. Et donc, il faut des formes de régulation collective appropriées, qui ne sont pas l'étatisme, hein, des formes de régulation collective qui font que cet intérêt individuel s'inscrit dans un intérêt collectif. C'est sûrement des articulations à réinventer, mais ça me paraît indispensable. Faute de quoi, c'est la loi du plus fort. Madame, pardon. Quand vous disiez tout à l'heure, Madame, que tout se sait, je ne suis pas très sûre de ce tout se sait, puisqu'on sait bien que la finance s'auto-entretient sans régulation aujourd'hui apparemment dans des endroits cachés, à un endroit X des Caraïbes ou ailleurs, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est là où il y a un déséquilibre non maîtrisé aujourd'hui, que des lois que permettent de faire ce que Stavisky, on a trouvé ça scandaleux ce que faisait Stavisky, mais moi j'ai l'impression personnellement que ce que fait Stavisky, c'est les gens qui font du trapèze aujourd'hui avec la finance, font du Stavisky à la puissance n tendant vers l'infini, me semble-t-il. Donc j'exagère, je caricature, mais j'ai le sentiment que tout ça, ça se passe caché, c'est absolument pas dit. Et quand vous demandez aux citoyens d'être responsables, et de contre-pouvoir possible de cette espèce de jeu de trapèze, où c'est peut-être le dernier avatar du platonisme, parce que c'est dans le virtuel, n'est-ce pas? C'est là-haut que ça se passe, c'est pas ici, au sol. Donc je crois que là, il y a problème de perception de la difficulté aujourd'hui d'empêcher ce jeu de trapèze qui s'auto-fabrique, n'est-ce pas? On fait de l'argent en téléphonant, en empruntant, on remet là, on est dans une forme très grave, je trouve, de fonctionnement du capitalisme pour lequel je n'ai pas d'opposition particulière, je dois dire. Monique, justement, tout ceci, en effet, était un raccourci. Vous avez fort bien raison de le relever. Disons plutôt que tout finit par se savoir. Bon. Qu'il y ait, d'où la nécessité, en effet, de multiplier les enquêtes, de multiplier les informations, de tout ce qui peut être élément de connaissance sur le fonctionnement du capitalisme mondial aujourd'hui. Maintenant, mais quelle est la parade? Bien sûr, il faut interdire des pratiques, hein, ça c'est évident. De très nombreuses pratiques doivent être interdites. Mais n'oubliez pas, parce que nous avons affaire à des agents humains, que quand un règlement interdit, eh bien, très vite, les personnes qui se trouvent en quelque sorte restreintes dans leurs actions
élaborent des stratégies d'évitement ou des stratégies de contournement qui leur permettent de nouveau de faire à peu près ce qu'elles voulaient faire en dépit de cette interdiction. Donc en général, les interdictions, il faut les renouveler sans cesse, les changer sans cesse avec une certaine plasticité. Et là, il est possible que des instruments autres que la loi soient des instruments plus efficaces, précisément pour réagir avec le plus de rapidité et de souplesse à cette sorte d'invention sans fin dans les comportements déviants. Merci. Je crois qu'il y a peut-être une dernière question, parce que, oulala, je vois qu'il y a plein de mains. Oulala. Une dernière question qui était depuis très longtemps là-bas. Si vous voulez, après, je vous laisserai aussi. Mais après, il va falloir que nous allions vers la fin de notre débat, parce que... Madame a dit que le capitalisme rénan avait disparu, mais il y a une autre forme de capitalisme qui est arrivée dans le monde au cours des dernières années, des dernières décennies. C'est le socialisme d'économie de marché. C'est-à-dire ce qu'a fait ou tenté la Chine au cours des 25 dernières années. C'est une certaine régulation collective, pour employer votre vocabulaire. Elle est du domaine du pratique par rapport à des idées très conceptuelles que nous évoquons ici. Elle est loin d'être parfaite, mais il me semble qu'elle a un certain nombre de caractéristiques opérationnelles pas si mauvaises que cela. On y pense le client, puisque en fait la Chine fournit pratiquement dans tous les pays du monde. L'actionnaire est à la fois privé et étatique selon l'importance stratégique du bien à contrôler. On a pensé aux salariés, dans la mesure où on a quand même créé 400 millions d'emplois en quelques décennies. Et donc, bien sûr, la décentralisation des décisions n'est pas aussi grande que dans la vraie économie de marché. Mais je voulais poser la question, est-ce que le modèle chinois n'est pas dans un sens, et je ne dis pas qu'il est parfait, n'est pas dans un sens un certain exemple de ce que peut être une future régulation des marchés? Alors là, nous ouvrons un autre vaste débat. Je voudrais juste permettre à monsieur ici de réagir, juste parce que je crois qu'il voulait réagir au débat qui avait été amorcé précédemment. Juste quelques mots, et après je proposerai aux deux intervenants de conclure. Oui, bonjour, je me présente, je suis commandant Baumler, je suis capitaine de navire. Alors, je dis ça pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a certaines personnes qui s'en douteront. Donc, j'appartiens à ce qu'on appelle le commerce au loin. Et j'ai entendu des choses qui m'ont surpris, là, par rapport à la régulation immanente. Je réagis par rapport à ce qu'a dit madame à propos de la loi, qu'on peut éviter la loi. Ça fait plus de 2000 ans qu'on essaye de faire de la régulation dans le maritime. Ça fait plus de 2000 ans que ça ne marche pas. Et c'est l'exemple le plus frappant de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui. Les pavillons de complaisance, comme monsieur en a légèrement abordé, c'est intéressant qu'on reparle encore du maritime sans qu'on s'y intéresse jamais. J'aimerais bien que vous abordiez ça. Comment ça se fait? Ça fait 2000 ans. C'est le pire exemple du capitalisme, hein, le maritime. C'est le pire exemple qui puisse exister. Moi, je navigue, je suis avec 7 nationalités différentes. Je suis sur un bateau pavillon français. Je travaille pour une société danoise, sur une filiale française. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire de régulation alors qu'on est vraiment dans un système qui souhaite s'autoréguler depuis 2000 ans? Bien, alors je pense que c'est deux très bonnes questions sur le capitalisme chinois et sur la loi immanente. Alors je vous propose de conclure, je vous donne l'occasion de conclure notre débat malheureusement parce que je crois qu'il y a beaucoup de mains qui se levaient, mais l'horaire s'est déroulé trop rapidement. Donc je vous propose, Monique Cantos-Pépère, de répondre et conclure à ces deux questions. Et votre question est tout à fait pertinente, mais dans son énoncé même, elle décrit parfaitement les difficultés. En effet, le règlement de la mer et celui de la poste, quand les systèmes ont été, de courrier postal ont été mis au point à la fin du XIXe siècle, sont les deux modèles les plus anciens de tentatives de régulation internationale dont nous disposions. Mais sachez, monsieur, que jusqu'à nouvel ordre, une loi n'a de sens que dans un espace national. Dans un espace international, il ne peut pas y avoir de loi. Parce que la loi, elle émane d'un gouvernement. Nous ne disposons pas de gouvernements internationaux. L'ONU émet des recommandations, peut émettre des injonctions, mais encore faut-il qu'elle soit résolue à mettre en œuvre les moyens de les rendre concrètes. Mais la loi, en tant que telle, au sens fort philosophique du terme, elle n'existe pas en dehors de l'État-nation. Donc ce qu'il y a, ce sont des règlements auxquels, de manière contractuelle, en quelque sorte, tous les acteurs impliqués sont censés se plier et
Beaucoup s'y plient quand même, et puis quelques autres ne s'y plient absolument pas. Vous avez tout à fait raison de le remarquer. C'est d'une certaine manière l'évidence, si vous voulez, je n'ose pas dire de la finitude humaine, mais enfin du caractère structurellement imparfait de ce genre de système, à moins de se doter de possibilités de sanctions extrêmement efficaces. Et je crois que c'est là que réside le problème. Définir les sanctions et se donner les moyens de les appliquer. Quand on aura résolu, quand ces deux problèmes seront résolus, les règlements de la circulation maritime et enfin de tout ce qui a trait au droit de la mer, eh bien, sera en grande partie résolu. Et puis, pour la Chine, vous avez raison, monsieur, de souligner le succès, d'une certaine manière, de l'économie chinoise. Mais il ne s'agit pas d'une économie c'est une économie concurrentielle, incontestablement, mais qui n'est pas, à proprement parler, une économie de marché. Mais songez que quand même, jusqu'à présent, ce type de réussite, entre guillemets, économique, d'ailleurs, qui est une réussite avec plusieurs points faibles, extrêmement faibles, attendons encore quelques années pour voir comment les choses évoluent, va de pair quand même avec un système d'autoritarisme politique extrêmement fort. Et le jour où les gouvernements chinois se lanceront sur la piste ou sur la ligne où s'est lancé M. Gorbatchev dans les années 90, c'est-à-dire la libéralisation politique, eh bien, on verra jusqu'à quel point tient ce système de la socialisation de l'économie de marché. À mon avis, ça ne tiendra pas longtemps. Marcel Guignard, conclusion. Deux mots d'abord pour dire que sur la question de la régulation du maritime, à la fois je pense qu'on avance, trop lentement mais on avance, en même temps que c'est extrêmement important parce que je crois que 80 ou 85% des échanges mondiaux se font par voie maritime et que c'est un enjeu pour la planète et pour les salariés. Deux mots sur la Chine. Je ne connais pas très bien cette réalité immense, mais l'efficacité économique, oui. À quel coût sur le terrain des libertés, sur le terrain du social et sur le terrain de l'environnement? Donc je ne suis vraiment pas sûr. Enfin, je suis sûr que, de mon point de vue, le modèle chinois n'est pas un modèle. Bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté et participé à ces débats. Je voudrais remercier les étudiants qui ont préparé ce débat, remercier les participants et vous appeler à maintenant poursuivre dans d'autres tables rondes les réflexions de cette cité de la réussite. Merci encore à tous. Au revoir.